J'invite maintenant Madame René Lamontagne à venir faire son exposé. Merci. Monsieur le Président de la Colufras, chers amis de la luso-francophonie, boa tarde. Alors, je voulais vous dire que vous venez d'entendre la portion lusophone de ma présentation. Et je m'en excuse auprès de nos amis lusophones. Écoutez, plus sérieusement, j'aimerais remercier le Président de la Colufras pour cette initiative, pour cette nouvelle initiative. Une encore, une de plus. Merci. Merci aussi de m'avoir invité. Je vais décliner mon propos en trois éléments. Sous trois éléments, je vais vous parler des soins primaires et des déterminants sociaux. Je vais vous parler aussi de la hiérarchisation des services, aussi bien sociaux que de santé. Et je vais illustrer, pour faire court, par un petit exemple qui provient de la pratique du Québec, mon propos en essayant de voir avec vous quels enseignements on peut en tirer. Alors, des soins primaires, mais à l'intérieur de quel système? Alors, on a vu, on a entendu depuis ce matin, et ça correspond tout à fait à ce qu'on voit dans la littérature, qu'on trouve des définitions variées des soins primaires, mais qui tournent toujours autour des mêmes caractéristiques, celles dont je disais qu'on a entendues aujourd'hui. Au Québec et ailleurs au Canada, puis à l'étranger, on voit que les nouveaux modèles de soins primaires ont de plus en plus tendance à combiner une orientation vers les populations, mais avec des soins qui sont centrés sur les personnes, et aussi à s'associer à d'autres modèles pour promouvoir et préserver la santé, et pour aborder aussi les déterminants sociaux de la santé. Au Québec, dès la création de notre système public dans les années 70, nous avons fait un choix. Nous avons fait le choix d'intégrer sous la même administration centrale, c'est-à-dire le même ministère, la gestion, l'administration de la santé et des services sociaux. Et on l'a traduit aussi en miroir dans l'organisation, dans une architecture d'organisation et de prestation de services, de services de santé et de services sociaux. Alors, ça nous a permis de trouver, donc, à l'intérieur du même système socio-sanitaire, et non pas seulement uniquement sanitaire, la prestation de services de santé et de services sociaux, primaires et aussi spécialisés et ultra-spécialisés. Et on oublie trop souvent en matière de services sociaux aussi, il y a des services spécialisés. Alors, l'originalité, bien sûr, de notre organisation traduit bien la préoccupation, cette préoccupation dès le départ, en 70, et c'était assez précurseur, c'était assez original à l'époque, de prendre en compte les problèmes sociaux dans la prestation des soins de santé. Et dans le fond, ma petite caricature illustre ça. Dans le fond, sans vouloir trop élaborer sur les déterminants sociaux, j'ai un de mes anciens collègues, Charles Massé, qui pourrait vous en parler avec beaucoup plus d'élégance que moi. Mais dans le fond, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on sait que et je vais revenir, que quand on parle d'inégalité sociale, dans les déterminants sociaux, le faible niveau de revenu, le faible niveau de scolarité sont universellement reconnus pour être des prédicteurs assez sûrs de besoins en termes de santé. Donc, cette hiérarchisation dont j'aimerais un peu vous parler, comme je vous disais, les problèmes sociaux sont bien pris en compte comme déterminants dans la dispensation des soins primaires lorsqu'on les articule autour d'équipes pluridisciplinaires. Et un des grands avantages de cette intégration, c'est qu'elle permet d'offrir des services de nature psychosociale à des personnes qui n'en auraient pas fait la demande pour toutes sortes de raisons. Une femme qui est victime de violences conjugales n'ira pas consulter, n'ira pas demander de services de soutien psychosocial pour développer son estime de soi. Mais si elle consulte pour des troubles, elle va beaucoup moins hésiter à les consulter dans le système de soins pour des troubles du sommeil.
Et à ce moment-là, on peut la capter et pour lui offrir effectivement les besoins des services que son État commande. Et à ce moment-là, on va se rendre compte qu'il peut arriver que la structure que pour avoir une bonne continuité de service, que les personnes qui sont en besoin de services psychosociaux aient besoin aussi d'une hiérarchisation de services, qui à ce moment-là vont faire appel à des disciplines qui sont différentes que celles qu'on retrouve dans le secteur de la santé. On parlera plutôt à ce moment-là de psychologues, de criminologues, de travailleurs sociaux, une structure aussi qui peut être spécialisée. On doit aussi reconnaître, je vais faire une petite parenthèse, je ne veux pas trop élaborer là-dessus, on pourra y revenir peut-être à un autre moment, mais on doit reconnaître qu'il faut savoir distinguer aussi, par rapport à notre système, les problèmes sociaux, des besoins que certaines personnes peuvent avoir de services de soutien psychosocial. Ce que j'entends par là, par problèmes sociaux, c'est les problèmes qu'on entend habituellement liés à la pauvreté, l'isolement social, faible revenu, etc. Mais il peut arriver que des personnes qui n'ont pas ces problèmes sociaux, qui n'ont pas ce profil social, qui sont fortement éduquées, qui ne vivent pas dans la pauvreté, qui ne sont pas isolées socialement, éprouvent des besoins de soutien psychosocial spécialisé. Par exemple, une personne qui a un enfant qui est atteint d'un trouble envahissant du développement n'est pas nécessairement une personne qui a des problèmes sociaux par ailleurs. On sait que la violence conjugale n'est pas non plus, ne se limite pas au niveau des couches sociales qui ont des problèmes de pauvreté. Et j'aimerais aussi l'illustrer par un autre élément. Au Québec, le mode d'intervention qu'on a privilégié auprès des enfants dont le développement ou la sécurité est menacée traduit bien la valeur qu'on accorde au Québec à l'intervention psychosociale. Ce que j'entends par là, c'est que, encore une fois, nous distinguons d'autres sociétés où l'intervention qui va primer, la première intervention auprès d'une famille dont la sécurité d'un enfant ou son développement sont menacés, ce sera une intervention judiciaire. Au Québec, le législateur a affirmé et toujours réaffirmé à travers ses réformes que l'intervention psychosociale précédait l'intervention judiciaire. Alors, je vais illustrer, je vous ai dit que je vous présenterai un petit exemple. Alors, je vais illustrer un peu mon propos à partir d'une histoire qu'on connaît bien au Québec, qui est un programme. Et on voit quand on parle de soins primaires et de problèmes sociaux, et j'entendais les autres collègues ce matin et cet après-midi, on parle souvent effectivement de la petite enfance, comme on souhaite effectivement réduire la mortalité infantile, bien intervenir en périnatalité. Alors c'est la raison pour laquelle j'aurais pu en prendre un autre, mais j'ai choisi celui-là. C'est une belle histoire, mais qui illustre bien comment ça peut se passer. C'est dans les années 1940 qu'à Montréal, au dispensaire diététique de Montréal, il y a une diététicienne qui s'appelle Agnès C. Higgins, qui a mis au point une méthode d'intervention nutritionnelle qui était adaptée aux femmes enceintes des milieux défavorisés. C'est une méthode de prévention nutritionnelle qui consiste à offrir aux femmes enceintes démunies des suppléments alimentaires pour améliorer leur état nutritionnel, mais aussi en profiter pour offrir des conseils et un suivi personnalisé qui leur permettent d'apprendre à mieux s'alimenter et finalement qui visent à contrer les effets néfastes de la pauvreté et de la malnutrition sur les bébés à naître. Et évidemment, à réduire ainsi le taux de morbidité et de mortalité infantile. Au début des années 70, les résultats obtenus par cette intervention du dispensaire diététique de Montréal ont incité plusieurs organisations d'autres provinces canadiennes, mais aussi des États-Unis, à mettre sur pied des programmes semblables inspirés de ce qu'on appelait alors la méthode Higgins. Et au Québec, le dispensaire a été appelé donc à soutenir l'implantation de ce type de programme-là dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et des diététistes ont été donc formés
à l'approche donc du dispensaire diététique de Montréal pour offrir des services de counseling nutritionnel. Et on a commencé par les CLSC, des secteurs, des territoires un peu plus vulnérables sur le plan de la pauvreté. Et c'est ainsi qu'est né au Québec le programme qu'on a appelé HOLO, qui est un programme, dans le fond, qui tire sur qui est un acronyme de œufs, lait, orange, dans le fond, qui est ce supplément alimentaire, et qui avait donc pour but de réduire l'incidence pondérale à la naissance en milieu défavorisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant dans le réseau de la santé des services sociaux, lorsque les intervenants du réseau des CLSC s'est approprié cette méthode, les intervenants se sont vite aperçus que ce soutien ne pouvait pas se limiter au seul supplément alimentaire et qu'il fallait aider ces familles dans leurs besoins puis rompre leur isolement social qu'elles vivaient souvent. Et aussi, on s'est assez rapidement aperçu que c'était un programme qui avait une puissance, qui avait la puissance, dans le fond, de permettre, qui offrait une occasion de capter des jeunes mères qui avaient des problématiques souvent plus complexes, entre autres en termes psychosociaux, et qui n'hésitaient pas à se présenter dans le réseau pour venir chercher le supplément alimentaire, mais qui souvent étaient des jeunes mères toxicomanes, qui parfois se prostituaient, qui avaient donc de multiples problématiques, qui pouvaient être aussi victimes de violences conjugales, et justement que ce programme-là permettait de les capter dans le système pour leur offrir des services qui parfois, ces personnes-là pouvaient évoluer dans la hiérarchie des services, non seulement de santé, mais aussi de services psychosociaux. Alors, on voit donc, en partant d'un programme de nutrition, les interventions ont permis la naissance de bébés en santé. Alors, à partir d'un programme nutritionnel, on a vu arriver ces bébés plus en santé. Et, bien écoutez, il faut bien dire, on préfère voir des bébés dans des petits pois que d'avoir des bébés de petits pois. Alors, c'est ce que ça nous a permis de voir. Écoutez, sur les contributions attendues, puisque c'était le thème, j'étais un peu embêtée quand je suis arrivée à ça. Je me suis dit, bon, les contributions attendues de qui, attendues par qui? Et ma réflexion m'a amené à la chose suivante, c'est-à-dire de façon assez succincte, c'est que les enseignements qu'on peut tirer d'un exemple que je vous ai présenté, il y en aurait bien d'autres, c'est que les services sociaux et de santé primaire intégrés peuvent répondre à des problèmes complexes. Hein, on peut, à partir de soins primaires, répondre à des problématiques qui sont complexes. Qu'il faut produire de la connaissance qui provient de la pratique. C'est-à-dire que ce programme HOLO, aujourd'hui, il est le programme a évolué. On a aujourd'hui un programme qui s'appelle le CIPE, hein, que je vous dis, qui est un programme de services intégrés en périnatalité. Et il a évolué, bon, parce que la connaissance a évolué, parce qu'on a fait de l'évaluation, et aussi parce qu'on s'est adapté à l'évolution des problèmes, et que l'évaluation des programmes, donc, nous permet de produire la connaissance qui provient de la pratique. Nos collègues portugais nous en ont parlé ce matin, on l'a entendu aussi de la part du Brésil, et ce programme en est une illustration. L'innovation est souvent locale. Et quand le central fait bien, il permet la généralisation. Et l'innovation, comme elle est locale, elle requiert le leadership. Le développement de leadership local est extrêmement important. Il faut soutenir il faut soutenir le développement de ce leadership local. Donc, il faut soutenir aussi le développement des capacités des gestionnaires locaux et leur capacité en toutes sortes de matières. Quand je parle de gestionnaires des soins, que ce soit leur capacité en gestion publique, c'est-à-dire
pour qu'ils développent véritablement une administration qui est orientée vers le sens du service public, mais aussi, j'ai souvent dit, ayant été moi-même une gestionnaire du réseau de la santé, dans le réseau de la santé, que j'avais la conviction profonde qu'une des premières formations que devaient avoir les gestionnaires pour bien gérer dans ce réseau-là, une petite connaissance de base en santé publique ferait toute la différence. Si nos grands directeurs généraux d'hôpitaux comprenaient mieux la santé publique et le rôle des déterminants sociaux, peut-être que ça les amènerait à gérer différemment. Et qu'il faut soutenir le développement des capacités des gestionnaires locaux, donc en matière de leadership. C'est une de mes convictions profondes, je le répète souvent, je le dis souvent à mes étudiants. J'ai certains de mes étudiants ici dans la classe, dans la salle, qui vont reconnaître ce que je dis. Je suis convaincue qu'il faut développer la capacité à utiliser des données probantes. Il faut être à l'affût des données probantes, il faut aller les chercher et il faut évaluer ce qu'on fait. Il faut avoir le courage d'évaluer ce qu'on fait et qu'il faut éviter des pièges. Le premier piège à éviter, c'est d'importer et d'appliquer. Mais il faut plutôt comprendre et adapter. Le Brésil est un bon enseignement pour nous dans ce sens-là. Le Brésil s'est inspiré du Québec. Heureusement, il s'en est inspiré, puis il ne s'est pas contenté de faire ce qu'on a fait, il a fait mieux. Alors, il a compris et il a adapté. Il est allé beaucoup plus loin. Et aussi s'ouvrir par conséquent, pour moi, le plus grand, un des grands enseignements, et peut-être dans les contributions attendues, c'est de s'ouvrir à la réciprocité des apprentissages. Plus on fait des choses, plus on s'inspire, puis on fait ailleurs et on fait autrement, bien on va aussi collectivement tirer des apprentissages. Mon petit mot de la fin, dans le fond, nous ramènerait au thème même de la journée d'aujourd'hui, de la séance d'aujourd'hui. C'est que vous avez vu que j'ai un petit billet favorable aux déterminants, à la préoccupation des déterminants sociaux, mais aussi à la place des services sociaux dans un système, parce que je suis convaincue que des services sociaux de soutien psychosocial qui font appel à des disciplines spécialisées font partie, dans le fond, vont permettre à des personnes de mieux participer socialement, et que donc ces services sociaux seraient en amont et en faveur de la participation citoyenne. Alors voilà, muito obrigada.